Des braqueurs ont emporté plus de 25 millions de francs CFA sur l'axe Mans-Biancouman. Cette zone cacaoyère est en proie à des braquages récurrents. Le préfet de police de Mans a rencontré les acteurs de la filière pour en parler. Puis le Cameroun et l'Égypte s'affrontent en ce moment même pour arracher une place à la finale qui se joue le 6 février prochain. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le week-end dernier, un opérateur économique de nationalité burkinabé de nationalité libanaise plutôt opérant dans la filière cacao a été assassiné par des braqueurs sur l'axe à Mans-Biancouman. Ce sont plus de 25 millions de francs CFA qui ont été emportés. L'un des braqueurs est entre les mains de la police. Le préfet de police de Mans a échangé avec les acteurs de la filière. Le reportage de Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans. C'est sur cette voie menant à Biancouman que les criminels des braqueurs ont ôté la vie à l'opérateur économique. Selon le chauffeur qui était toujours en vie, que nous avons trouvé sur les lieux, ils sont venus faire un retrait bancaire à Mans. Ils ont retiré la somme de 25 millions qu'ils avaient sur eux et ils rentraient sur Biancouman. Et une fois à quelques mètres, quelques encablures sur le pont qui est sur cette voie-là, 3 individus armés de Kalachnikov sont sortis de la broussaille, leur intimant l'ordre de s'arrêter. Le chauffeur, il n'a pas voulu s'arrêter, il a voulu même renverser ces individus-là avec la voiture. Ce qui lui a coûté une sortie de route dans la broussaille, du côté droit. Et selon lui, dans la broussaille, il a été surpris de constater que 2 individus, parmi les malfrats, sont venus lui dire d'ouvrir la portière. Ils l'ont fait descendre et ils lui ont demandé de se coucher, sous la menace de leur calage. Donc lui, il s'est couché et son patron, qui est le Libanais, est descendu de la voiture. Les individus lui ont dit de se coucher, mais il a refusé. Il sortait de la broussaille, il partait sur la voie. Il était presque sur la voie bitumée et ils ont tiré dans sa direction. Et il a été mortellement atteint. Nous sommes venus sur les lieux. Heureusement, le malfrat qui a été atteint par le chauffeur, il n'est pas mort. L'enquête a déjà commencé. Il y a donc urgence, surtout en cette période de traite des cafés cacao. C'est pourquoi le préfet de police de Mans a convié les acteurs de la filière, les responsables d'établissements financiers et élus municipaux à des échanges lesquels ont pour but de trouver des esquisses de solutions pour aménager, sinon éradiquer les risques de braquage. Tous sont unanimes que ce sont les transactions avec de l'argent liquide qui aiguisent l'appétit malsain des bandits. Le taux de bancarisation de le milieu café cacao est vraiment très faible. Donc ce que nous essayons de faire, nous essayons de sensibiliser le maximum de personnes aux différentes ouvertures de compte et sensibiliser les personnes à utiliser de moins en moins de liquidités. Parce que lorsqu'il y a moins de liquidités qui circulent sur le marché, il va sans dire que le taux de braquage va chuter. Parce qu'au lieu de te remettre l'argent, tu te remets un chèque, voler un chèque et voler de l'argent, vous voyez un peu la différence. Donc il y a beaucoup de points que nous avons évoqués, mais ces points-là sont vraiment essentiels à nos yeux. On cherche la solution de tous les côtés. Parce que dans la filière café cacao, il y a plusieurs maillons qui sont impliqués dedans. Plusieurs maillons, depuis la banque, le producteur, le collecteur à qui vous remettez l'argent, le pisteur à qui vous remettez l'argent, tous ceux-là, ils sont dedans. Même dans ton entourage proche, je voudrais que le système de transfert des fonds de façon électronique, c'est la meilleure solution. Si l'État est vraiment regardant sur ce côté et qu'on arrive à mettre ça en pratique, je crois que la filière sera sauvée. Hormis l'usage de la monnaie électronique ou des chèques dans les échanges entre acheteurs et producteurs agricoles, il a été recommandé aux banquiers une célérité dans leur guichet afin que les clients puissent accéder à leurs requêtes avant 13 heures. Quant aux coopérateurs, il leur a été demandé une discrétion sur l'état financier de leurs activités, mais aussi des démarches qu'ils comptent entreprendre. En retour, financiers et coopérateurs ont plaidé auprès des autorités municipales pour un assainissement des alentours de leurs établissements qui sont voisins à des kiosques à café, maquis et d'autres commerces. Selon les spécialistes de la sécurité, ce sont des points d'observation et d'écoute des criminels. La police, quant à elle, compte jouer sa partition. Il y a des tops, il y a des personnes qui malheureusement mettent les bandits sur les traces de d'autres personnes de la même filière. Nous, on fait l'effort d'être sur les axes, on fait l'effort de faire les patrouilles, on fait l'effort d'assainir les devants des banques. Mais tant que nous n'avons pas, on va dire, la synergie d'action avec ces coopérateurs, ces opérateurs économiques de la filière, ce serait vain ce que nous faisons.
La lutte contre le braquage, un autre défi auquel s'engagent toutes les composantes de la société dans l'Ouest montagneux. Et puis le réseau des juristes privatistes de Côte d'Ivoire a organisé à l'université Félix Houphouët-Boigny une cérémonie de remise de certificats de fin de formation aux étudiants du droit privé dénommé Gala de l'emploi. On en sait plus avec Abdoulaziz Guira et Anicette Conan-Blessing. Écharpe au cou, ils reçoivent à tour de rôle leur parchemin de fin de formation. Au nombre de 100, ces étudiants viennent de terminer une formation sur les méthodes pratiques pour l'application du droit privé. Ces formations données par le réseau des juristes privatistes de Côte d'Ivoire visent à faciliter l'insertion professionnelle des étudiants du droit privé. Nous avons observé un creux, un vide quelque part où il était nécessaire de le combler. Ce vide-là, c'était le vide de la connaissance, de la pratique du droit. À l'université, nous faisons de la théorie et dans le monde professionnel, c'est de la pratique, de l'application de cette théorie. Donc, nous avons voulu combler ce vide à travers cette formation juridique pratique pour permettre à nos auditeurs qui sortent maintenant des universités d'être aptes et opérationnels sur le marché de l'emploi. Ces diplômés se disent prêts à affronter le monde du travail. Avec cette pratique, nous sommes plus aptes à travailler dans les cabinets d'avocats, dans les cabinets de commissaires de justice. On avait besoin de ce nouveau souffle-là parce que, comme le président l'a tantôt signifié, on avait cette formation-là de façon théorique. Et cette pratique-là nous permet vraiment d'être compétitifs sur le marché de l'emploi surtout. Et d'avoir vraiment ces rudiments-là pour pouvoir faire face à toutes les situations, surtout celles qui sont juridiques. Dénommée Gala de l'emploi, cette cérémonie est à sa 2e édition. Un mot de cohésion, le cheikh Haïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques aux IM, a rencontré le cardinal Jean-Pierre Couton, archevêque d'Abidjan. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre le COSIM et les autres organisations religieuses. Les deux guides ont émis le vœu de la création d'un cadre de concertation qui va permettre de mettre les deux religions d'accord. Et ce cadre est permanent entre les leaders des différentes confessions religieuses pour la consolidation du tissu social. Le guide de la communauté musulmane a profité de cette visite de fraternité pour annoncer la tenue d'un colloque sur le dialogue interreligieux prévu dans les prochains jours. Nous Sangari Paga Sorokone de Madangui. C'est à la tête d'une forte délégation que le cheikh Haïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire COSIM, s'est rendu au domicile de son éminence cardinal Jean-Pierre Couton. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la cohésion et des bonnes relations entre les différentes obédiences religieuses. Depuis qu'il a été porté à la tête de cette communauté, je crois que c'est aujourd'hui qu'il a décidé de venir me saluer affectueusement et fraternellement. J'en suis vraiment heureux. Les deux guides ont émis le vœu de la création d'un cadre de concertation permanent entre les différents leaders religieux. Un cadre de réflexion pour proposer des solutions aux problèmes qui minent la société ivoirienne. Comment apporter notre contribution dans la marche de nos différentes communautés et surtout dans la marche de notre pays. C'est un vieux projet. Nous souhaitons seulement que ce projet soit revivifié et qu'on apporte beaucoup plus permanemment notre contribution. Dans cette dynamique, le cheikh Ousmane Diakité a informé le cardinal Jean-Pierre Couton de la tenue en Côte d'Ivoire d'un colloque international sur le dialogue interreligieux organisé par la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains. On va organiser en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, dans ce mois de février, les 23, les 24, les 25, un colloque international du dialogue interconfessionnel. Et vu tout ce qu'il a eu à faire, tout son engagement pour ce dialogue, nous sommes venus lui porter l'information et souhaiter sa présence. S'inscrivant dans la droite ligne de ses prédécesseurs, depuis son arrivée à la tête du COSIM, cheikh Haïma Ousmane Diakité multiplie les rencontres avec les différents guides des autres confessions religieuses pour la consolidation de la confiance mutuelle et la préservation de la paix.
Hors de chez nous, les dirigeants de la communauté des États ouest africains étaient aujourd'hui à Accra, au Ghana. Ils ont décidé de ne pas imposer de nouvelles sanctions au Burkina Faso. La CEDEAO qui entend demander aux autorités burkinabées de proposer un calendrier clair et rapide pour un retour à l'ordre constitutionnel, selon une source sous couvert de l'anonymat qui l'a évoqué à l'AFP. Et puis le dirigeant du groupe djihadiste État islamique Abu Ibrahim al-Hashim al-Khouarachi a été tué lors d'une opération des forces spéciales américaines avant l'aube en Syrie, plus de 2 ans après l'élimination de son prédécesseur. Selon un haut responsable de la Maison-Blanche, le chef de l'État islamique est mort dans une explosion qu'il a lui-même causée. Au début de l'opération, la cible terroriste a fait exploser une bombe qu'il a tué ainsi que des membres de sa propre famille, dont des femmes et des enfants. Place à Echo des Cannes. Bonsoir Ngamblé. Bonsoir Ami. La CAN tire à sa fin. Hier, le Sénégal a décroché son ticket pour la finale du 6 février prochain. Absolument Ami, grâce à des buts d'Abdou Diallo, Bamba Dieng et Sadio Mané, le Sénégal a pris le meilleur 3-1 sur le Burkina Faso en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Comme en 2019, les Lions de la Teranga joueront la finale face au vainqueur de l'opposition Cameroun-Égypte qui se joue en ce moment. Le témoignage de Jean-Sylvain Risso et Hassane Kwasi. Le Burkina Faso et le Sénégal disputent la première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Un derby ouest-africain pour une place en finale. Les deux équipes se rendent coup pour coup jusqu'à ce que le portier Hervé Kofi ne cède sa place suite à un télescopage avec Sékou Kouyaté. La suite est légèrement en faveur des Sénégalais, mais la pause intervient sur le score de 0-0. Il faut attendre la seconde période avant de voir la situation se débloquer. Grâce à Abdou Diallo, le Sénégal ouvre le score. Dans la foulée, il est imité par Bamba Dieng. Mais la réaction d'orgueil des Burkinabés intervient à la 82e minute avec le but de Blati Touré. À 2-1 et menacé par une éventuelle égalisation, Sadio Mané met ses coéquipiers à l'abri avec ce joli geste. Le Sénégal s'impose 3-1 et se qualifie pour la deuxième fois d'affilée en finale. Le Burkina Faso qui n'a pas démérité, l'équipe a tout donné, Ngamblé. Oui, l'équipe a tout donné. Elle était au bout, on va dire, de cette CAN magnifique. C'est vrai qu'ils tombent en demi-finale. Ils avaient déjà disputé 2 finales par le passé. Le Burkina aura la possibilité de relever la tête, on va dire, ce samedi, en match de classement. Comme en 98, ils avaient battu la Tunisie 2-1 à domicile lors de Burkina 98. Comme en 2017 également, où ils avaient battu le Ghana lors de la manche, on va dire la 3e manche. Donc, ils auront la possibilité de remporter donc, cette médaille de bronze et de satisfaire, pourquoi pas, le peuple burkinabé qui les attend forcément pour célébrer cela. Bravo en tout cas aux Burkinabés. Et puis le ministre ivoirien des Sports était hier aux côtés des supporters sénégalais et burkinabés. Une bonne ambiance régnait à cette occasion, Ngamblé. Oui, absolument. Paulin Claude Dao, le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, et ses collaborateurs ont suivi la première demi-finale entre le Burkina Faso et le Sénégal, cité au Parc des Sports Trashville. Le premier responsable du sport ivoirien et les supporters des deux camps ont vibré donc, durant toute la partie. Jean-Sylvain Risso et Hassane Kwasi. Le Sénégal a validé son billet pour la finale mercredi soir en battant le Burkina Faso 3-1. Les supporters des deux pays résidant en Côte d'Ivoire et plusieurs autorités du pays, dont le ministre en charge des sports, Dao Paulin Claude, ont suivi la rencontre à la fan zone installée par l'Office national des sports au Parc des sports de Tréville. Les supporters sénégalais semblent confiants avant le coup d'envoi. 1-0 pour les Sénégal. But de Sadio Mané. La première partie est fermée. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Stressés, les supporters burkinabés vibrent à chaque occasion. Pas de but entre les deux équipes avant la pause. En seconde période, l'inquiétude des burkinabés contraste avec l'optimisme des Sénégalais qui sont enfin délivrés avec les buts de Diallo et Bamba Dieng. L'espoir renaît dans le camp burkinabé quand Blati Touré réduit la marque. Mais à la 87e minute, Sadio Mané enterre définitivement l'espoir burkinabé. Inch'Allah, on va prendre la coupe pour aller donner au président Macky Sall. Les Lions sénégalais affronteront le vainqueur du match Cameroun-Égypte en finale. Mais avant, les hommes de Kamou Malo auront l'ambition de couronner cette aventure en montant sur le podium et ramener la médaille de bronze à Ouagadougou.
Voilà le Sénégal qui va rencontrer soit le Cameroun ou l'Égypte qui joue en ce moment au stade Olembe de Yaoundé. Oui, au stade Olembe de Yaoundé. 54% de possession de balles pour les Camerounais en ce moment, amis, contre 46% pour les Égyptiens. Donc c'est une partie qui sera très très disputée. Et le Cameroun joue en 3-5-2 avec Vincent Aboubakar et Karl Tokoye Kambi. Vincent Aboubakar qui est le meilleur buteur de cette compétition et 6 buts. Tokoye Kambi 5 buts. Et du côté égyptien, on joue en 4-3-3 avec bien évidemment Mohamed Salah qui est donc sur le flanc droit de l'attaque égyptienne. Ok, Ngamble Konaté, vous avez quelque chose d'autre à nous dire? Rien d'autre à préciser, sinon que le vainqueur de cette opposition affrontera, comme on l'avait si bien précisé tout à l'heure, le Sénégal en finale. Ça sera donc ce dimanche 6 février. Donc on va dire sur le coup de 19h GMT. Et le jeu égyptien peut-être pourra défaire le jeu camerounais? Oui, absolument. C'est pour la première fois que le Cameroun affronte une équipe du top 10 africain. Jusqu'à ils avaient un tableau favorable. Et là, c'est un véritable test pour le Cameroun aujourd'hui, puisqu'ils doivent absolument éliminer l'Égypte, mais qui est quelque part les bêtes noires. Ils avaient réussi à les battre déjà en 2017. Mais cette fois-ci, je pense que la partie sera très, très disputée entre les deux formations. Ok, merci Ngamble Konaté d'être venu encore une fois sur ce plateau. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On vous rejoint pour suivre le match Cameroun-Égypte.